Bonjour à tous, bonjour aussi donc à Cyril, Clément et Franck pour leur participation. Nous sommes en fait au QG des engagés à la Maison de l'entrepreneuriat et des transitions de Nantes. En fait, pourquoi nous avons voulu, je lis juste pourquoi nous avons voulu faire ce webinaire avec Nantes Métropole, en fait, c'est dans un contexte en fait un peu énergétique. On sait que l'énergie n'est pas a atteint des sommets assez hauts il y a quelques années, a rebaissé ensuite. Mais en fait, à la fin de l'année, il y a l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui va s'arrêter pour les entreprises donc 1er janvier 2026. Il risque d'y avoir des conséquences quand même sur vos factures d'énergie. Donc, en anticipation, on voulait un peu vous informer des solutions qu'il pouvait y avoir. En fait, donc, pour les consommateurs, il risque d'y avoir une augmentation de 9 à 19%. À peu près. C'est ce qui s'estime. Alors, c'est pas d'estimation. Hein, le monde géopolitique a encore le temps de changer à côté. Je vous conseille justement une étude de Que choisir qui en parle, qui est assez intéressante. Donc voilà, en fait, l'arène, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les marchés, la vente sera faite sur le marché de gros et plus sur 50-50 à peu près entre un modèle mixte entre un coût régulé, un coût de production d'énergie en France et un marché de gros européen. Donc, qu'est-ce qu'il faut voilà, donc ça c'est dans ce contexte-là. Donc, je vais vous présenter déjà en première partie le pourquoi nous sommes, enfin le contexte un peu. Alors, on va partager les écrans. Voilà. Euh, je peux juste me mettre. Hop, on va. Voilà. Voilà. Le sommaire. Donc, je vais vous faire une introduction du contexte de Nantes Métropole. Parce qu'on fait ça dans le cadre de Nantes Métropole RSE sur le pôle énergie et décarbonation. Ensuite, donc une présentation de la notion de groupement d'achat avec Collectif Énergie. Un temps de questions-réponses, si vous voulez, via le chat ou le question-réponse. Très rapide sur les premières questions à chaud. Une deuxième présentation ensuite d'Estuaire Énergie de Franck Sprecher sur en fait, ce que c'est qu'Estuaire Énergie, ses objectifs, son contexte. Un deuxième temps de questions-réponses et un dernier temps où je vous demanderai de répondre à un petit questionnaire de contact et de satisfaction, justement, pour clôturer ce webinaire. Alors, en fait, Nantes Métropole a voulu en fait créer un pôle énergie et décarbonation pour accompagner les entreprises sur ces questions-là. Le but, ils ont voulu créer un collectif avec des partenaires historiques à la base, que je vous présenterai après très rapidement. Et le but, il est de sensibiliser les entreprises sur ces thématiques-là. Je vais aller très rapidement. Dans les thématiques qui sont abordées, il y a l'énergie solaire, la réglementation du bâti, la rénovation du bâti, parce que il y a des enjeux là-dessus, la décarbonation aussi, la maîtrise de l'énergie, donc des factures, de la gestion de l'énergie, et aussi on réalise et de la sobriété aussi, parce que c'est quand même le premier, la porte d'entrée pour faire des économies d'énergie, c'est faire de la sobriété. On l'a oublié, hein, mais pendant la crise énergétique, c'était deuxième mot le plus recherché sur Google. Il est retombé dans les méandres des recherches. Et on fait des pré-diagnostics gratuits pour les entreprises pour comprendre et pour les accompagner dans leur projet de rénovation. C'est vraiment du pré-diagnostic énergétique. Qui sont les acteurs donc, de cette démarche? Donc, on va commencer par Novagrid, qui s'occupe d'accompagner les tertiaires de plus de 1000 mètres carrés sur la partie réglementaire et la partie décret tertiaire. Horace qui accompagne sur Nantes Métropole dans le cadre d'animation collective donc les TPE, PME avec un process industriel plutôt. Nous, à l'ISée, on accompagne les entreprises et on fait de l'animation sur les entreprises tertiaires de moins de 1000 mètres carrés.
Alors ça, c'est dans la théorie, hein, parce que là, on a ouvert ça à tout le monde, hein. Et Atlansen s'occupe de tout ce qui est la partie solaire photovoltaïque et thermique, parce qu'il ne faut jamais oublier le thermique dans ce cadre-là. Voilà. En fait, on travaille ensemble, on travaille en collectif et on fait des animations, comme on a fait des matinales sur l'énergie. Et on a un webinaire, un atelier sur la RSE et la rénovation qui aura lieu le 11 juin. On vous donnera le lien plus tard. Voilà, donc ça, je vous passe très rapidement qui on est. Donc, Alizé, en fait, on est une association qui a plus de 30 ans d'expertise en termes d'énergie. On travaille sur le 44 et le 49 et on est à peu près 50, 60 salariés maintenant, parce qu'il y en a deux qui sont arrivés hier. Et on travaille sur un panel très large, autant sur la notion d'éducation avec les écoles, de sensibilisation, du grand public en étant représentant des espaces France Rénov sur le 44 et le 49. Et sur la partie entreprise aussi, tiens, tu peux enlever ça parce que je vois plus. Voilà. Et donc ensuite, Nova Build, qui est donc une association qui représente les professionnels de la construction d'immobilier et de l'aménagement. Donc je vais passer très rapidement sur mes collègues. Hein. Atlansen, donc, qui est le réseau de la filière solaire de l'Ouest, hein, qui regroupe autant des entreprises que des structures sur la partie solaire, énergie photovoltaïque et thermique. Et enfin, Horace, qui est une association de la CCI 49 qui s'occupe de la partie énergie et décarbonation sur les territoires. Voilà les contacts. Hein, vous pourrez quand vous aurez, si vous avez des informations à prendre, vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème. Je vais passer maintenant la main à Collectif Énergie qui va faire sa présentation. Donc, je vais arrêter le partage et ils vont reprendre la main dessus. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Hop, hop. Okay. Je vous laisse présenter donc votre présentation. Vous voyez bien notre écran? Oui, très bien. Parfait. Très bien, donc bonjour, donc c'est Collectif Énergie. Moi, je m'appelle Clément Goupil et je suis donc avec Cyril Lucas qui va m'accompagner sur ce rendez-vous. On va commencer par une petite présentation de Collectif Énergie. Il faut savoir qu'elle a été créée en 2015 par Stéphane Sorin, qui d'ailleurs, pour faire un retour sur ce que vous avez dit juste avant, qui a été également président d'Horace. Donc, c'est une société avec qui on travaille déjà depuis un petit moment. Voilà, on a réalisé 9 millions de chiffre d'affaires en 2023. On a une très grosse croissance entre 2021 et 2022 avec plus de 90% de collaborateurs en plus. Notre but, ça va être de travailler vraiment avec des clients et notamment des réseaux de professionnels partenaires, notamment des fédérations de métiers comme Horace ou encore des associations comme Alizé. On a plus d'une centaine d'experts au sein de Collectif Énergie et plus de 6000 clients depuis maintenant 2015 qui nous accompagnent. Au niveau des offres qu'on va créer, aujourd'hui, on va plus parler des petites et moyennes entreprises, ce qui va plus vous toucher. On va avoir donc une partie où on va s'occuper individuellement de nos clients avec des courtages individuels ou alors de l'accompagnement à côté, avec notamment de l'optimisation sur les différentes factures ou encore sur la partie consommation avec certaines normes ou des partenaires pour de l'énergie solaire. Et enfin, on va avoir donc les packs communautés qu'on va un peu plus détailler ici, où le but va être de regrouper les petites et moyennes entreprises qui pourront après avoir accès aux offres des grandes entreprises. Donc, on va avoir deux parties au sein de ces offres, la gestion opérationnelle et la gestion des achats. On va avoir donc la gestion opérationnelle qui va être le gain de temps pour nos clients la majeure partie du temps. Ça va être de gérer les échanges avec les fournisseurs, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps et de problèmes. Et vous aurez donc des interlocuteurs dédiés pour répondre à toutes vos questions. Au niveau des achats, on a un accès large sur des réseaux de fournisseurs qui soient partenaires ou non. Le but, c'est d'avoir le plus d'offres possible. Et on va optimiser donc les contrats en fonction de votre profil de consommation et également au niveau des taxes et des fournisseurs choisis. On a également donc la communauté énergétique, donc des méthodes d'achat groupé reconnues avec des kits contractuels et gestion de périmètre et l'accès à des offres d'accompagnement grand compte sur la conso et l'achat en se regroupant. Donc maintenant, on va faire un petit écart sur le contexte marché parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En 2020, on avait certaines périodes de plaine sur des années complètes
qui tournait autour donc des 40 € du mégawattheure. Donc il n'y avait pas forcément à s'alerter. À l'époque, on pouvait acheter son énergie comme si on achetait des fournitures de bureau. Ce n'était pas vraiment quelque chose sur lequel on allait se prendre la tête ou même beaucoup réfléchir ou passer beaucoup de temps. Ensuite, on a eu donc la période de 2021 qui a été le début de crise, où là, on a commencé à voir certains pics et même des pics historiques qui a été le dépassement des 100 € du mégawattheure, qui n'était jamais arrivé avant et qui du coup commençait à soulever certains doutes au niveau donc des disponibilités nucléaires, car il y a eu des problèmes de corrosion, des débuts de problèmes de corrosion à cette période-là, et notamment des raréfications des matières premières. Ensuite, on a eu la période de 2022 où on a eu donc la complète crise qui s'est établie, où on a atteint des pics à plus de 1 100 € du mégawattheure, et la moyenne de l'année était aux alentours de 400 €. Ce qui était forcément du jamais vu, on était à 10 fois supérieur aux années précédentes, et donc on a eu ce problème de corrosion au niveau des réacteurs nucléaires, où on avait donc plus que 40% de production à la place des 100% habituels. La production était donc beaucoup trop faible, on avait trop peu d'offres par rapport à la demande, ce qui a mené donc à une explosion du marché et à énormément de spéculation sur les marchés. Ensuite, on a la période de 2023 où on est revenu sur des prix un peu plus stables, même s'il y avait certaines variations, notamment sur les débuts d'année et fin d'année, comme on peut l'avoir sur les périodes hivernales, où là, donc, les spéculations ont diminué. On a réussi à avoir plus de production parce que les réacteurs nucléaires se sont remis en route. Et donc, on avait des prix qui sont redevenus un peu plus à la normale, même si on avait tout de même énormément de spéculation. Et enfin, on a la période de 2024 qui est redevenue à peu près à la normale par rapport à 2020. Néanmoins, on a quand même une moyenne de prix qui est aux alentours de 70 à 90 € du mégawattheure. Et on a également le plancher ARENH qui a beaucoup aidé sur cette année-là à réduire les prix car on avait une partie de votre consommation sur certaines obligations qui étaient à 42 € du mégawattheure. Ce qui nous permet nécessairement d'avoir des prix plus intéressants et donc de ne pas s'envoler comme on a pu le voir en 2022. Pour savoir pourquoi est-ce que ça explose à ce point-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de matières premières qui influencent ça, notamment, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium, qui vont être donc les matières premières pour réaliser la production, que ce soit sur la production de chaleur avec le charbon ou encore le nucléaire avec l'uranium. Si ces centrales-là ne fonctionnent plus, forcément, on va aller appeler d'autres centrales qui vont faire augmenter le prix de l'énergie. Ensuite, on a donc les facteurs économiques, sanitaires et géopolitiques qui vont énormément influencer, comme par exemple la guerre en Ukraine, qui a participé grandement à l'augmentation des prix sur 2022. Et on a donc des perspectives économiques mondiales, perspectives économiques européennes et françaises qui vont donc influencer plus ou moins les demandes au fur et à mesure du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les marchés sont tout de même plus intéressants. Ils sont revenus à des normes plus normales par rapport à 2022, mais on a tout de même de grosses variations. Comme vous pouvez le voir sur ces deux graphiques, que ce soit l'électricité ou le gaz, c'est plutôt corrélé étant donné qu'on va appeler les mêmes centrales. On va avoir 15% d'augmentation sur les mêmes semaines, sur les mêmes périodes. Donc c'est tout de même important de choisir le bon moment pour acheter son énergie pour réaliser tout de même certaines économies. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'il y a deux marchés sur lesquels on peut se concentrer, c'est les marchés à terme ou alors les marchés spot. Là, on a donc un récapitulatif de l'année 2022 et de l'année 2023. On a donc sur la ligne en jaune les prix de l'électricité et du gaz, et la ligne bleue va représenter le prix spot. Le prix spot, pour faire simple, c'est le prix réel de l'électricité à une heure T. C'est l'heure à laquelle vous allez consommer votre électricité. En général, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais le spot, c'est vu comme étant très variable, avec très peu on peut avoir très peu de visualité dessus, pardon. Alors qu'au final, non, pas du tout. Le spot, c'est quelque chose qui, certes, est très variable d'une heure à une autre, mais ça va rester corrélé sur une longueur de l'année. Alors que les prix à terme, c'est là où il va y avoir énormément de spéculation, comme on peut le voir. Il y a d'énormes pics sur les tarifs, alors que le spot reste assez bas, voire même très intéressant. Pour information, sur cette année-là, la moyenne du prix marché, du prix à terme, était de 168 € du mégawattheure contre le spot qui était à 52 €, ce qui nécessairement est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a plusieurs volumes de consommation qui vont limiter la stratégie des achats. On va avoir donc le très court terme avec des produits spot, mais ça, il va falloir avoir une certaine consommation minimum, ce qui fait que les petites entreprises et les moyennes entreprises ne vont pas forcément en y avoir accès, étant donné qu'elles ne vont pas assez consommer.
ça va être principalement réservé aux grandes entreprises. Ensuite, on va avoir le court terme avec donc des produits comme le marché à terme dont je vous parlais juste avant, qui vont être des produits sur 1, 2 ou 3 ans, qui vous permettent de fixer vos prix à un instant T, mais qui ne permettent pas forcément d'avoir des bons prix, étant donné que si vous signez trop tôt, vous risquez de louper des opportunités. Si vous signez trop tard, vous risquez d'être obligé de signer trop cher. Ensuite, on va avoir le moyen terme, qui sont des contrats PPA. Ils vont être intéressants pour certaines entreprises. Ça va dépendre forcément du secteur dans lequel vous vous situez. Et pour information, avec notre métropole, on est déjà en cours de contrat sur du PPA avec eux, et notamment sur de la gestion énergétique. Et enfin, on a donc le long terme, où là, ça va être de la réduction de consommation ou encore de la sobriété avec, par exemple, des panneaux solaires ou encore de la gestion sur les normes réglementaires, pardon. Donc voilà, actuellement, sur les moyennes et petites entreprises, on va forcément se baser sur le court terme. On ne va pas avoir accès à d'autres contrats, étant donné qu'on n'aura pas assez de consommation. D'où l'objectif donc de rassembler les volumes. Maintenant, pour rassembler les volumes, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix est composé de plusieurs parties. Donc, on a le budget électron qui va être fixé sur 1, 2 ou 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va sourcer une partie de ce budget directement sur les marchés de gros avec le budget pur de l'électron. Ensuite, voilà, on va avoir un sourcing donc sur le marché de gros et donc une partie de l'Arène à 42 € du mégawattheure. Ensuite, on va avoir une couverture de risque et d'assurance pour le fournisseur qui, là, va donc rajouter en moyenne 25% du prix global. Et ça va être sur des risques de flexibilité en fonction des évolutions du marché ou encore le risque de la structure, que ce soit pour une note financière qui ne serait pas assez haute ou une santé qui serait un peu moindre. Et enfin, donc, on va avoir la marge commerciale du fournisseur ou des intermédiaires qui va être d'environ 5%. Ensuite, on va passer donc à comment acheter comme des grands. Ça va être donc la communauté énergétique, donc les achats groupés. Là, on vous a mis certains retours d'exploitation, notamment les boulangeries, si tu veux. Oui, je vais prendre le relais dessus, hein. Donc ça, c'est des achats qu'on a déjà pu réaliser avec des groupements de sociétés. Là, on vous prend le cas de fédérations de boulangeries avec lesquelles on travaille depuis la création de la société. Dernièrement, ça a été un achat qui a été accompagné pour l'année 2026, 27 et 28. Sur cet achat, on a différentes contraintes et différentes opportunités. Là, en l'occurrence, sur les problématiques, ce sont justement que les boulangers sont des gros consommateurs pour leur échelle, mais restent dans les petits consommateurs à l'échelle d'entreprise. Et donc, du coup, il a fallu qu'on ait plus de volume pour avoir des prix gros et des prix grands comptes. Le manque de temps, le manque de connaissances pour trouver d'autres stratégies d'achat nous ont forcé à aller vers une formule de bloc plus spot, mais qui a été justement par rapport à leur activité plutôt adaptée. Les solutions du coup qu'on a pu mettre en place sur cet achat groupé, ça a été les solutions donc techniques pour basculer sur cette stratégie de type grand compte, et donc pour avoir des tarifications qui n'auraient jamais pu avoir de manière individuelle. C'est la solution, donc forcément avec la gestion de négociation avec nos fournisseurs partenaires, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que Collectif Énergie a une quinzaine de fournisseurs partenaires, mais comme le disait tout à l'heure Clément, on travaille avec tous les fournisseurs d'énergie sur les consultations d'appel d'offres. La mise à disposition d'un consultant d'achat, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont dédiées sur la partie achat pour ces achats en bloc plus spot sur la partie boulangerie et sur d'autres types de sociétés. Donc, c'est le suivi forcément du marché, c'est la fixation des prix et des budgets. Et ensuite, l'accompagnement avec notre service relation client, avec le fournisseur, où vous avez des interlocuteurs dédiés qui vous accompagnent sur toutes les optimisations que vous pourrez souscrire. Donc, on parle de taxes de TURP, de CLE et différentes autres taxes qu'on pourrait optimiser. Puisque sur la formation du prix, qu'on vous a démontré tout à l'heure, on va pouvoir intervenir sur la fourniture, mais également sur d'autres postes comme les assurances et les marges commerciales du fournisseur. Donc, sur ce cas-là, on a 73 boulangeries qui nous ont suivis sur un volume de 11 gigas. Et aujourd'hui, ce périmètre qui est ouvert encore pour les années à venir continue de grimper et donc nous donne forcément de plus en plus de volume et de plus en plus de poids dans les négociations avec nos fournisseurs. On a eu un deuxième cas avec une vingtaine de sociétés sur Solaren
elle est partie également en bloc plus spot avec un energy manager dédié pour ce groupement-là. Donc 7 gigas d'énergie cumulée pour ces 20 sociétés. Et donc forcément, on a une personne qui est dédiée aujourd'hui pour vraiment le suivi de l'achat, de la stratégie du marché. Et donc 2 jours par mois, cette personne est dédiée à suivre donc l'observatoire pour la filière, pour pouvoir accompagner sur le pilotage des consommations de l'ensemble des adhérents. Donc demain, dans la projection de ce qu'on a déjà pu faire avec SolarN et d'autres groupes d'entreprises de différents secteurs d'activité, on a la possibilité de dédier des personnes sur des temps donnés pour pouvoir vous garantir et vous assurer un achat et des conditions dignes des entreprises, des grandes industries plutôt, dignes des stratégies grands comptes. Quoi qu'il arrive, même s'il y a un manque de temps, un manque de connaissances, nous aujourd'hui, on a les moyens pour mettre en phase avec les besoins des sociétés et partir sur des prix qui vont être plutôt dans les assurances de ce que se fait le marché aujourd'hui. L'objectif n'est pas de garantir le meilleur tarif. Aucun courtier ne pourra vous garantir le meilleur tarif ni aucun fournisseur. Par contre, on sera systématiquement dans des tarifs compétitifs qui sont vraiment ciblés dans ce que produit le marché actuellement. Et là, en l'occurrence, dans cette situation, ça a été sur les 36 mois. Je t'en prie, Clément. Et donc, pour aller plus loin, on a donc l'impact sur la compréhension et les enjeux de la transition énergétique. Conception d'un budget électrique, donc on a 100% sur un prix fixe sur le marché de gros. Ça ne va pas être forcément les prix les plus intéressants. Donc, on a une facture à 30 € du mégawattheure, de 45 à 75 € par mégawattheure après la crise. Donc, ça va composer 40% du budget électron. On va faire la transition énergétique, donc plus 10 € par mégawattheure. Donc, les prix, donc les C2E, les capacités, c'est les différentes composantes supplémentaires qui va s'additionner à votre prix. Ensuite, on a donc l'acheminement. Ça va être la partie où Enedis intervient, qui est refacturé au fournisseur et le fournisseur ensuite le refacture au client au même titre. Il n'y a pas de marge qui peut être faite là-dessus, mais c'est tout de même un budget à prendre en compte. Et les fins, on a donc la taxe TICFE donc pour l'électricité et TICGN pour le gaz, qui va donc porter à peu près 25% sur le budget global. Donc, au niveau du volume de consommation, on va avoir donc 20%, en moyenne 20% qui va être de l'électrification des usages. Donc, ça va être de la mobilité sur les bornes de recharge ou encore du pilotage énergétique sur la sobriété, flexibilité et stockage. Et enfin, on va avoir donc la production décentralisée, donc de l'autoconsommation, comme vous pouvez avoir avec des panneaux solaires ou encore des éoliennes. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement, comme ça qu'on puisse y répondre. Et si vous voulez même qu'on aille un peu plus loin sur certains points. Voilà, vous avez les coordonnées de Daphné Douot, qui est l'interlocutrice dédiée, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Clément et moi sommes là pour faire cette présentation. Alors, on a une question justement de Mathieu. Quelle a été la productivité du cas présenté? Comment se fait votre rémunération? Alors, la rémunération sur ce type de cas, elle est avec nos fournisseurs partenaires. C'est directement le fournisseur qui nous rémunère sous un format d'euros du mégawattheure. C'est-à-dire qu'il y a une négociation qui est faite avec le fournisseur où là, on va avoir un prix qui est fixé pour cette rémunération. Et donc, c'est complètement transparent pour l'adhérent. Il n'y a rien qui passe, en tout cas, vers l'adhérent. Voilà. Et il faut savoir aussi que du coup, dans le contrat qui est réalisé avec les sociétés comme par exemple la Fédération des boulangers ou SolarN, c'est également stipulé dans le contrat. Donc, tout adhérent peut avoir accès à notre rémunération si il le veut. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la présentation de Destuaire Énergie et après, de toute façon, il y aura un autre temps de questions juste après. Donc, s'il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours les poser dans le question-réponse. Donc, je laisse la main à Franck Sprecher, donc directeur de la Destuaire Énergie, qui va vous présenter donc, cette coopérative. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup avec plaisir. Et Nantes Métropole de nous permettre de partager ce moment avec vous. Donc, je suis Franck Sprecher, directeur général donc, d'Estuaire Énergie. Et ma raison d'être, c'est de contribuer à mettre en œuvre sur les territoires de nouvelles formes de gouvernance de l'énergie. Et à ce titre-là, donc, je dirige cette société coopérative d'intérêt collectif, cette SIC, donc, qui s'appelle Estuaire Énergie, qui a été créée en mars 2023. Donc, avec le soutien des CCI 44 et 35.
Alors, j'essaie d'avancer, mais est-ce que... On va technologie. Si. Ah, voilà. Bon, donc, ce qui a changé par rapport à avant, et vous l'avez vu, hein, c'est vraiment ce nouveau monde de l'énergie dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, cette énergie, cette matière première, de tout temps, en tous les cas pour les dirigeants d'entreprises qui sont en activité aujourd'hui, était un produit largement disponible et de grande qualité. En 2008, on avait déjà eu une petite alerte de crise qui avait juste fait un effet prix x2, mais là, personne ne s'en souvient. Et puis, eh bien, vous avez constaté le mur que nous avons eu il y a 2-3 ans. Et donc, on est passé dans un monde que je qualifierais de VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Ce changement de monde a eu pour effet des conséquences assez importantes dans les entreprises, dans les ménages aussi, mais dans les entreprises en ce qui nous concerne, puisque nous avons eu des effets directs sur le compte d'exploitation, sur le résultat net, avec des conséquences sociales non négligeables. Ici, la suppression de l'intéressement et de la participation. Là, une déclaration de perte de l'entreprise parce que les prix de l'énergie ont fait x5, x6, x7, et donc le résultat net est passé à la trappe. Et donc, on remonte là à un sujet stratégique au sein de l'entreprise parce qu'un impact direct sur la création de valeur et sur sa survie. Comment ça se passe lorsque on remonte à ce sujet stratégique? Eh bien, c'est le chef d'entreprise, le ou la chef d'entreprise, c'est le comité de direction qui se saisissent de ces sujets et qui sont amenés, dans un premier temps, à réagir, ensuite à mettre en place une organisation qui va faire que ça ne se reproduise pas. Et comme eh bien, ces compétences et ce sujet n'était pas traité directement dans l'entreprise avant, eh bien, qu'est-ce que peut faire le chef d'entreprise? Eh bien, il va créer cette fonction, il va se retourner vers les fournisseurs, vers les partenaires qu'il peut avoir pour eh bien, adresser ce sujet et faire en sorte qu'il soit traité de manière pérenne au sein de son entreprise. Et en fait, eh bien, on est tous les chefs d'entreprise sont confrontés en fait à ce sujet parce que l'énergie c'est un bien commun. Et donc notre idée à nous, c'est de se dire, voilà, au lieu d'embaucher ou de se débrouiller tout seul dans son coin comme on a l'habitude de le faire, eh bien, pourquoi pas mettre en commun nos moyens, nos énergies, nos services pour mieux aborder ce sujet de l'énergie, éviter que ce que nous avons vécu en termes de stress sur nos finances se reproduise, et donc se réunir au sein d'une organisation pour pouvoir se donner cet accès serein et soutenable à l'énergie dans le futur. Et quelle organisation? Eh bien, comme on est des chefs d'entreprise, pourquoi pas créer une boîte pour ça? Et donc, le principe, c'est de créer une entreprise pour pouvoir aborder d'une façon sereine et cette transition énergétique et surtout tirer parti des opportunités parce qu'il y en a et arrêter de subir comme on a pu pour certains le faire ces dernières années. Donc notre raison d'être, c'est vraiment de se réapproprier cette ressource stratégique, alors un peu forcée pour certains, bien évidemment, s'engager dans cette transition pour préserver ce bien commun. Alors pourquoi le faire ensemble? Parce que l'énergie, c'est un bien commun. C'est pas mon énergie, je ne suis pas indépendant en énergie, je ponctionne cette valeur sur le territoire, et donc en mutualisant nos moyens et nos services. Et donc l'idée, quelle organisation créer? Alors moi j'ai expérimenté la partie associative, l'entreprise classique, on connaît. Je me suis dit qu'il fallait trouver une organisation qui permette vraiment d'engager la coopération, et non pas la collaboration. Je ne vais pas faire de sémantique, mais voilà, la collaboration est donnée par l'organisation, la coopération est donnée par le don, par cette capacité que nous avons dans tout écosystème à donner sans espoir de recevoir immédiatement, mais avec la grande confiance de recevoir beaucoup dans la durée. Et donc, j'avais envie d'engager cette coopération. Et donc, j'ai trouvé le modèle de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est en fait une SAS à capital variable, donc une entreprise totalement classique, mais qui est conduite, managée et qui déploie ses projets de manière coopérative. Et dans ces SIC énergie, et notamment dans Estuaire Énergie, pour vraiment engager la coopération,
nous avons décidé que nous n'aurions pas de clients, pas de fournisseurs. Tous les acteurs de l'écosystème doivent être associés dans l'entreprise. Donc, nous avons, et vous le verrez tout à l'heure, un peu plus de 70 associés aujourd'hui, pour lesquels la SIC Estuaire Énergie les accompagne dans leur transition énergétique. Ce n'est pas le cas des SIC en général. Les SIC sont des entreprises normales, peuvent avoir des clients et des fournisseurs. Dans ce cas de la transition énergétique, pour ce bien commun qu'est l'énergie, nous avons décidé de n'avoir que des associés et c'est par là que nous engageons les premiers niveaux de coopération puisque nous dépassons cette relation client-fournisseur pour aller chercher la relation d'associé à associé. Donc, nous sommes tous et toutes associés pour la réussite de la SIC Estuaire Énergie, pour la réussite de la transition énergétique de chacun et chacune d'entre nous dans nos entreprises. Voilà, donc la gouvernance d'une SIC est bien sûr un peu particulière. Elle engage à partager les décisions, partager les plans d'action. Alors, le modèle économique dans la SIC est élaboré par le conseil d'administration et voté à l'Assemblée générale. Donc, ce sont les associés, les actionnaires, qui décident des moyens qu'ils vont mettre en œuvre donc dans leur boîte pour les accompagner dans leur transition énergétique. En gros, nous sommes un service de transition énergétique interne, puisque nous ne travaillons que pour nos actionnaires, mais partagé, parce que nous ne sommes pas à 100% du temps pour eux, et délocalisé, parce que nous ne sommes pas chez tous nos sociétaires. Nous sommes hébergés par deux de nos sociétaires particuliers que sont les chambres de commerce Nantes-Saint-Nazaire et Ille-et-Vilaine, qui sont nos sociétaires également, et nous ne sommes pas chez tous les sociétaires. Nous sommes bien un service interne de transition énergétique, mais délocalisé et partagé. Chacun de nos sociétaires, hormis les deux CCI, détiennent aujourd'hui à 0,8% de l'entreprise, mais ça varie tout le temps parce que c'est une SAS à capital variable. Cette SIC, Estuaire Énergie, a été vraiment initiée avec le soutien des deux CCI, Nantes-Saint-Nazaire et Ille-et-Vilaine. Alors, vous pourrez me demander pourquoi. Il s'agit encore une fois de rencontres. Il y a le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise derrière tout ça. J'appartiens au CJD depuis une vingtaine d'années. Oui, je sais, le J de JD est un peu dépassé avec mes cheveux blancs. Mais en tout cas, c'est là que j'ai rencontré les présidents Croc et Trichard, qui sont les deux présidents des CCI Nantes-Saint-Nazaire et Ille-et-Vilaine. Et voilà, les rencontres font qu'on a envie de monter des projets au service de nos entreprises et de nos territoires ensemble. Je vais passer assez vite sur l'organisation d'une SIC, juste pour vous dire que dans une SIC, c'est un actionnaire, une voix. Ça, au bout d'un moment, ça s'appelle une AG de copropriété. Je n'ai rien contre ce mode de gouvernance, mais qui parfois pose quelques questions quant à la façon et la manière de gouverner. Et donc, pendant 2 ans, j'ai pu réfléchir à une répartition en collège pour que nous puissions garder une structure qui soit gouvernable et que nous puissions prendre les décisions dans les meilleures conditions. Et donc, on est organisé en collège, que vous voyez apparaître là, sachant que la majeure partie des entreprises bénéficiaires des services sont au collège des bénéficiaires. Un mot sur le collège des producteurs. En fait, le collège des producteurs, dans le langage de la SIC, un fournisseur s'appelle un producteur. Voilà, parce qu'étymologiquement parlant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on ne va pas trouver de producteurs d'énergie dans ce collège. On va trouver des fournisseurs de solutions, de services pour les bénéficiaires. Voilà. Et dans le collège le dernier collège, on va retrouver d'autres organismes consulaires et on peut retrouver les banques comme la Banque Populaire Grand Ouest ou le Crédit Agricole qui nous ont rejoints. Alors, quels sont nos sociétaires? Bon, je vais vous mettre la liste. Voilà, donc là, vous avez 67, nous sommes 72 aujourd'hui. 67, c'était à fin avril. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les secteurs d'activité, vous pouvez retrouver des territoires, vous pouvez retrouver les salariés, bien évidemment. Dans le collège des salariés, nous sommes 5 personnes aujourd'hui. Donc, ça va de Fleury-Michon, qui doit être dans la colonne du milieu, au groupement des hôteliers restaurateurs de France, donc le deuxième groupement des hôteliers restaurateurs derrière l'UMI, parce que c'est historique, parce que la présidente nationale, qui était présidente Grand Ouest, a souhaité nous rejoindre dès le début, elle est devenue présidente nationale. Donc voilà, alors on sort un peu de nos territoires. J'ai oublié de dire que nous intervenons sur Pays de Loire et Bretagne, sauf exception. Parce que l'énergie, c'est éminemment local, l'énergie, c'est éminemment territorial. La consommation d'énergie, elle est vraiment différente en fonction des endroits où on se trouve. Et en plus, nous avons vraiment le souhait et la volonté d'intégrer les territoires.
dans notre écosystème. Le territoire, c'est l'EPCI et la région en termes d'énergie, puisque c'est là que se trouvent les réalités, les fameux schémas, plans climat, énergie territoriaux, autres SRADET, SRCE, SR2I. Et donc, nos entreprises ne sont pas hors sol, elles sont implantées localement, et donc elles sont en lien direct avec ces territoires. Et donc, si nous souhaitons pouvoir réussir encore mieux notre transition énergétique, eh bien, il est important d'intégrer les territoires. À ce titre, nous avons un syndicat des énergies qui nous a rejoint au travers de SACEM, de SDE 35, donc au travers de la SEM Énergie des Vilaines. Nous coopérons vraiment sur le 35. Voilà, l'immobilier, les OGEC, les organismes de gestion des établissements catholiques, voilà, des endroits de convivialité comme le Lab, que certains connaissent certainement, les agriculteurs avec Cototerra, et puis peut-être demain la Fédération des maraîchers nantais, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de petit chez nous. J'ai l'habitude de dire que rien n'est petit quand tout est essentiel. Nous sommes tous engagés dans cette transition énergétique à notre niveau, que l'on consomme 1 giga, 100 mégas, 1 giga ou 10 gigas. Les conséquences peuvent être les mêmes, in fine, sur la santé de nos entreprises et sur notre capacité à fournir nos clients en produits et services correctement. Et donc, voilà, on est vraiment tous engagés. Une particularité, Enercop nous a rejoints, surtout parce qu'Enercop est une SIC qui œuvre dans l'énergie. Et donc, là, c'est la relation suprême entre SIC. Nous avons vraiment le souhait de coopérer, encore une fois, sur les territoires. Et donc, effectivement, et nous sommes membres du conseil d'administration d'Enercop Pays de Loire également. Depuis quelques temps. Bon, voilà sur nos sociétaires et la structure. C'est vraiment important de prendre du temps pour présenter cette structure, parce que je crois qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être face à des SIC et surtout dans le monde de l'énergie. Voilà, donc les dirigeants sont engagés, ils sont actionnaires et ils souhaitent réussir leur transition énergétique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je reviendrai sur les différents modèles économiques. En fait, nous avons la conviction que pour réussir notre transition énergétique, eh bien, il convient de travailler de manière systémique sur les 3 grands piliers que vous avez là. C'est-à-dire de manière planifiée et continue et complètement liée. Comme ça a été dit tout à l'heure par Collectif Énergie, l'achat d'énergie, c'est un métier. On ne peut pas se permettre d'acheter de l'énergie tous les 2 ans. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, par exemple. Et donc, eh bien, encore une fois, dans les entreprises, il faudrait que nous ayons ces compétences en permanence à côté de nous pour pouvoir avancer vers cette transition. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce soutien en travaillant de manière complètement liée et complètement systémique sur ces 3 grands domaines, avec un objectif qui est certainement devenu un peu plus compréhensible, peut-être pour les Espagnols et les Portugais depuis quelque temps, de pouvoir nous-mêmes produire 20% de nos besoins énergétiques en 2030. Il n'est plus question de laisser à d'autres le soin de nous approvisionner en qualité et en quantité en ce produit si important qu'on ne fonctionne pas 35 secondes s'il n'est pas là. Encore une fois, les Espagnols et les Portugais en savent quelque chose, puisque en 1 seconde, ils ont été privés pendant 24 à 36 heures d'électricité. Bien sûr, ça n'arrivera jamais, comme les pandémies. Voilà. Mais il n'est plus question, si nous voulons vraiment continuer à réussir dans nos entreprises, de laisser à d'autres le soin de nous approvisionner. Eh oui, moi je suis un OGEC, moi je produis des meubles, moi je fais de l'immobilier, moi je suis restaurateur. Comment je fais? Ben oui, comment on fait? Ben voilà, c'est la vraie question. Et donc nous, on propose dans la SIC de le faire ensemble, ça fait moins peur, on peut mutualiser nos moyens. Et donc ça, c'est notre vraiment objectif. Alors, d'aucuns diront, waouh, c'est hyper ambitieux, oui. D'aucuns diront, qu'est-ce que je fais avec 20% quand tout est coupé? Bon, bah, ça peut permettre de sauvegarder ce qui peut l'être et puis d'attendre que ça revienne tranquillement. Mais c'est déjà un objectif très, très ambitieux. Et au travers de ça, donc, nous devons tracer notre feuille de route 2030, c'est-à-dire comment arriver à vraiment garantir cet accès, encore une fois, serein et soutenable à cette énergie. Donc, dans accès serein, c'est d'en produire une partie nous-mêmes, ici, localement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir écrire cette feuille de route. Et 2030, pourquoi? Parce que c'est un point de passage important en 2030. De différentes réglementations européennes, françaises, etc. Et parce qu'il nous reste 1826 dodo, 1826 occasions de se lever le matin pour faire des choses extraordinaires. Donc, c'est pas mal. En même temps, comme le disait Hervé Pignon, un de mes maîtres, le directeur de l'ADEME Hauts-de-France, il faut enlever le survêtement maintenant. L'échauffement est terminé, donc il faut y aller. Donc, on se fixe ces objectifs en 2030. Alors, on peut décliner ça en mission, mais
voilà, on peut, alors peut-être je vais même tout de suite passer sur la partie production, parce que c'est pour ça qu'on vient surtout aussi dans Estuaire, c'est de dire, ben voilà, comment on met en œuvre cette partie production et en local. Ben, nous déployons des opérations d'autoconsommation collective et nous donnons accès aux corporates PPA, à nos sociétaires. Vous savez, c'est capacité d'acheter en gré à gré de l'énergie en dehors de la CC, et qui est réservé aujourd'hui à des grandes structures, Bonduelle, ADP, Amazon, etc. On ne s'appelle pas tous comme ça. Et pourtant, on considère que nous, c'est vraiment un élément important pour diversifier nos approvisionnements en énergie, pour encore une fois se donner plus de chances possibles d'avoir cet accès serein et soutenable à l'énergie. Et donc, on travaille à déployer les PPA pour nos sociétaires. Donc aujourd'hui, on a 50 gigas en éolien à proposer. On a du solaire également, et on a une vingtaine de gigas. Et puis, on a de l'électricité cogénérée. Alors, je pourrais y revenir, mais nous avons les maraîchers nantais qui disposent de 320 gigawattheures d'électricité produite localement. Alors, c'est produit avec du gaz, mais avec des installations qui développent 95% de rendement. Je ne connais pas plus rentable, plus d'installations avec des rendements plus importants de production d'électricité et de chaleur. Et donc, pour le moment, le gaz reste encore pour nous un moyen de produire de l'énergie globalement performant et un axe de diversification de son approvisionnement en électricité. Comme le solaire, comme l'éolien, on n'oppose rien à rien. On considère la globalité des possibilités que nous avons pour permettre à nos sociétaires de diversifier leurs sources d'approvisionnement en termes de prix, de durée et de qualité, comme vous le voyez là. Les opérations de consommation collective, on en a une dizaine qui sont en cours, toujours à l'initiative d'un de nos sociétaires qui produit et donc qui souhaite après que nous l'aidions à pouvoir revendre cette électricité à des copains ou à des voisins dans la limite de l'autoconsommation collective. Voilà. Et comme on arrive à revendre à 140 € du mégawattheure, eh bien, ça peut avoir un certain intérêt. En tous les cas, c'est ce que nous disent nos sociétaires et les consommateurs affiliés. Alors, bien sûr, lorsque l'on va produire nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir constituer un panier d'achat d'énergie. Et donc, on est là aussi, bien sûr, pour acheter l'énergie à nos sociétaires. Donc, ce sont des contrats que je signe sur mandat de mes actionnaires. Donc, ce sont des contrats Estuaire Énergie, c'est moi qui les signe et j'ai le mandat de mes actionnaires pour le faire. Donc, voilà, ça a été très, très bien dit tout à l'heure. On est beaucoup moins professionnels que des gens comme Collectif Énergie. On essaye d'opérer le mieux possible pour nos sociétaires. Et donc, on déploie aussi des techniques d'achat en bloc plus spot. Et comme on commence à peser un peu dans l'entreprise, puisque l'ensemble de nos actionnaires commence à faire certaines quantités, eh bien, effectivement, oui, on peut proposer des tarifs qui soient compétitifs pour l'ensemble de nos sociétaires. Et comme on achète de l'énergie, c'est vachement bien quand même de savoir ce que c'est quand on achète quelque chose. Et il s'avère que peu de monde, si vous étiez parmi nous, je ferai un tour de table pour savoir ce que c'est qu'un kilowattheure. Parce qu'il s'avère que je rencontre encore des gens, alors pas vous ici bien sûr, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un kilowattheure. On a des définitions parfois très originales. Alors comme bien on est proche de l'été et que je ne sais pas, peut-être comme moi vous faites Wet Wet Shorts, c'est comme j'aime, eh bien 1 kWh pour travailler votre summer body, eh bien 1 kWh c'est 876 kilocalories. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous engagez 2 kWh, même à la maison, vous pouvez regarder, relever votre compteur le matin et le relever le soir quand vous rentrez. Eh bien, c'est comme si vous engagez une personne à s'agiter raisonnablement, juste pour faire tourner des choses dont vous n'avez pas besoin puisque vous n'êtes pas là. Bon, voilà. Ça, c'est juste pour se rendre compte de la chance que nous avons de bénéficier de ce produit. Parce que c'est un produit, le kilowattheure, ça ne vient pas de la Terre, c'est un produit industriel, en tout cas l'électricité, le gaz primaire, mais pas l'électricité. La chance que nous avons de pouvoir en bénéficier voilà, en arrivant dans l'entreprise, on appuie sur des boutons et tout ça s'allume. Alors, sauf en Espagne et au Portugal, là, pendant quelques temps, encore une fois. Voilà, on encourage d'ailleurs nos sociétaires à tester la robustesse de leur entreprise vis-à-vis de cette fourniture en électricité qui peut s'arrêter subitement en moins d'une seconde pendant 24 ou 48 heures. Ça serait intéressant de se poser cette question pour savoir ce qu'on fait à ce moment-là avec tous les gens qu'on a dans les locaux qui ne peuvent ni rentrer chez eux, ni appeler leurs proches, ni récupérer leurs enfants.
parle pas bien sûr des machines qui s'arrêtent brutalement et qu'il faut quelques jours à récupérer parce que quand vous arrêtez une machine à produire des viennoiseries ou du PVC ou autre brutalement comme ça au disjoncteur, ça fait quelques dégâts et vous mettez un peu de temps à la récupérer et donc à ne plus fournir vos clients et donc à perdre des marchés parce que les concurrents européens qui, eux, n'ont pas eu ce malheur d'être coupés peuvent fournir en temps réel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment ça peut se poser des questions. Et donc, idéalement, bien, c'est intéressant de connaître ce que c'est que ce kilowattheure. Donc, pour le connaître, d'abord, on le compte. Voilà. On ne maîtrise bien que ce que l'on compte bien. Et donc, on va engager à ne plus jamais installer une machine, quelle qu'elle soit, un frigo ou une presse, sans mettre un compteur. Voilà. On a parlé des boulangers tout à l'heure. Récemment, je passais sur un boulanger. Il disait, tiens, toi, tu connais l'énergie. Tu peux me dire est-ce que j'allume mon four à 2h, 3h du matin? Je ne sais rien. Moi, je dis, est-ce que tu as mis un compteur sur ton four qui a l'air tout neuf, là? Il dit, quoi, un compteur? Pourquoi faire? Je dis, mais ça coûte combien ton affaire, là? 53 000 euros. Je dis, t'as pas mis un compteur à 100 balles dans le tableau pour 53 000 euros? Ah non, j'ai pas pensé. Je dis, bah, commence par faire ça. Et puis, avec ton smartphone, tu auras tout. Puis, comme c'est ton métier, bah, tu sauras si tu allumes les 2 étages à 2h. Moi, j'en sais rien, moi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on compte. Voilà. 2, on a un minimum de reporting. C'est-à-dire qu'il est important pour un chef d'entreprise de connaître son chiffre d'affaires, le nom de ses collaborateurs, son résultat net, et je pense qu'il est très important de savoir combien il consomme d'énergie. Je vais accélérer. Et donc, on a un système de management de l'énergie que nous avons acquis et que nous mettons à disposition de manière mutualisée à l'ensemble de nos sociétaires. Donc là, l'effet collectivité, c'est l'effet waouh, puisque effectivement, on divise par le nombre de sociétaires le prix d'acquisition annuel de cet équipement. Donc, ça donne un coût marginal, bien évidemment, d'accès. Voilà. Et puis après, on va accompagner sur la feuille de route. Donc, on compte, on a du reporting. Et puis après, donc, au moment où on sait où on en est, où on sait où on veut aller, eh bien, on va accompagner sur les actions de la feuille de route 2030 de transition énergétique qui va être alimentée par les décrets, les lois, parce que veut le dirigeant, parce que veut le territoire, les PCAET. Hein. Le territoire a des schémas et c'est bien aussi de les connaître et d'alimenter notre feuille de route avec ça. Bien sûr, ce que veulent les collaborateurs, les collaboratrices. Aujourd'hui, un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices souhaitent travailler dans des entreprises qui sont vertueuses en termes d'énergie et de carbone. Donc, c'est un élément important. Voilà. Et donc, l'idée, là, c'est de sortir année par année jusqu'en 2030 une feuille de route, des fiches, voilà, qui disent, ben voilà, en 2027, il faut que je fasse ça, voilà le budget et voilà comment je m'y prépare. Et puis, ben, on verra comment on avance. Si tout se passe bien, on réalise. Si tout se passe un peu moins bien, on décale. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir cette vision et cette planification de ce qu'il y a lieu de faire pour avancer dans cette transition énergétique et encore une fois, profiter des opportunités qu'elle offre. Bon, voilà. Donc, comme on compte et qu'on connaît mieux ce kilowattheure, on peut mieux le produire. Comme on en produit une partie, on peut l'acheter différemment et selon un mix énergétique, ce qui nous encourage à le consommer encore mieux en adaptant encore une fois à nos contrats d'achat, etc., etc., etc. Donc tout ça est bien sûr systémique et est traité de manière continue dans la cycle au service de ces sociétaires. Voilà, pour ça, eh bien, nous sommes 5 personnes aujourd'hui. Vous les avez là, un par pilier. Et puis Sébastien qui nous représente en Ille-et-Vilaine, basé donc dans les locaux de la CCI Ille-et-Vilaine. Voilà. Bon, parce que voilà, voilà. Et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je crois qu'il y a des questions, justement. On va laisser la parole peut-être parce que les questions concernaient Collectif Énergie jusque-là, mais elles arrivent peut-être au fur et à mesure. Alors, on va prendre un temps de questions là. Alors, je voulais déjà vous remercier pour ces interventions. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aussi, en fait, Espire Énergie, une belle démarche RSE aussi, parce que je pense que ça n'a pas été dit, mais l'énergie fait partie des politiques RSE. Quand vous dites qu'il y a une coupure d'électricité, c'est vrai ça c'est quelque chose dont on ne s'imagine même pas. Mais quand ça nous arrivera, ça arrive aux voisins, on a vu ce que ça pouvait faire, mais quand ça arrivera, je pense que là, on comprendra ce que c'est que l'énergie. Je revenais sur les compteurs, et c'est vrai que alors moi, dans une vie antérieure, je faisais des armoires pour les grosses structures. Les compteurs, ils n'en voulaient pas parce que, soi-disant, ça coûtait trop cher. Et j'avais beau leur dire, oui, mais ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et c'est important de compter l'énergie. Et c'est vrai que l'énergie, c'est aussi un élément important sur les autres piliers de la RSE. J'en reviendrai plus tard, parce que c'est aussi un élément social, parce que ça permet aussi d'avoir une certaine attractivité au niveau de l'emploi, une certaine aussi
dépendance et aussi une bonne vision aussi vis-à-vis des autres. Ah, merci pour ça. Juste pour dire, effectivement, la création de ce modèle est issue vraiment de mes activités en termes de RSE, puisque je forme des chefs d'entreprise dans la RSE depuis 15 ans au CJD. J'ai inventé un jeu, InnoView, qui donc adresse la performance globale au sein des entreprises, la RSE, et puis des nouveaux modèles économiques, de l'économie de la société et de la coopération. Là aussi, j'accompagne des chefs d'entreprise, ça fait partie de mes hobbies. Et comme je ne suis pas quelqu'un de différent dans mes activités professionnelles, vraiment cette structure et cette façon d'aborder l'énergie est issue de ces deux travaux, la RSE et l'économie de la société et de la coopération, cette contractualisation sur la performance d'usage. Et c'est vraiment bien adapté au domaine de l'énergie. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler, alors j'ai des slides derrière avant les questions. Il y a grand rendez-vous des engagés la semaine prochaine, justement sur la RSE de Nantes Métropole. Donc, si vous voulez y aller, c'est hyper intéressant. Vous aurez tous les pôles, les personnes qui seront présentes. Et nous aussi, on a créé un jeu de la RSE, mais sur la partie énergie et rénovation avec Novabuild. Et on fait, alors Jérémy nous a mis le lien. On fait un atelier donc le 11 juin ici au QG des engagés. Et en fait, c'est comment on intègre la rénovation et la maîtrise des usages et des process dans l'entreprise et l'impact que ça peut avoir sur les autres piliers de la RSE, parce qu'en fait, on se rend compte que tout est lié. Alors, c'est un jeu, on n'a pas besoin forcément de connaître ce que c'est que la RSE, mais ça permet un peu de démystifier tout ça et de façon très ludique, parce que c'est vraiment un jeu de cartes avec, c'est vraiment un jeu pédagogique et ludique. Voilà. Donc, je laisse la main aux questions. Donc, justement, Jérémy, si tu avais. Et Clément. Alors, les Ouais, questions. il me semble qu'il y avait juste une question, enfin, j'en vois qu'une seule, sur quel est le niveau d'économie générée au niveau de votre facture. Actuellement, on n'a pas vraiment de niveau quantifiable sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir avec les boulangers et Solaren. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas fonctionner vraiment comme un courtier. On ne vient pas pour vous présenter une solution miracle. Le but, c'est pas de diviser, enfin, si, le but, ça va être de diviser vos factures par deux. Mais le but premier, ça va vraiment être d'avoir une stratégie qui marche. Comme vous avez pu voir sur notre présentation, le prix spot est plus intéressant sur le court terme que les marchés à terme, sur la majeure partie du temps en tout cas. D'ici à depuis 2007, il me semble qu'il n'y a eu que 2 années où le spot a été moins intéressant que le prix à terme. Donc le but, voilà, ça va être de diversifier ces marchés sur lesquels on va pouvoir sourcer son énergie et donc de pouvoir avoir une certaine flexibilité au niveau de notre offre et que si jamais un des marchés explose, qu'on puisse se rabattre d'une plus grosse partie sur le secondaire. Être plus flexible, en fait. Ça permet de. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est d'avoir un peu plus de flexibilité sur son contrat et que si jamais les marchés à terme explosent, qu'on puisse revendre une partie du bloc et pour passer avec un peu plus de spot ou alors à l'inverse de prendre un peu plus de bloc parce que les prix spot vont exploser. Oui, de toute façon, c'est une stratégie. C'est pas une stratégie au jour le jour, hein, ce principe. C'est aussi une stratégie à moyen, voire long terme, pour mieux maîtriser aussi ses consommations et ses factures d'énergie. C'est ça. Dans un environnement où il faut qu'on rappelle que l'énergie ne baissera pas. Et ça, on le sait tous. Mais il faut qu'on en prenne tous conscience. C'est ça qui est important. Et que c'est aussi tout un ensemble d'autoconsommation, d'utilisation des territoires, des ressources du territoire, parce qu'il y a aussi des ressources, hein, comme je vous disais, donc les sphères énergie, il y a le collectif énergie décarbonation qui sont là. Il y a des structures qui sont là pour vous accompagner, pour vous renseigner. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. La collectivité fait aussi des choses. Donc voilà, c'est pour ça il faut trouver les bons interlocuteurs et on est suffisamment intelligent entre nous pour faire de la synergie. C'était le cas un peu lors de ce webinaire. C'est que voilà, on est aussi là pour vous montrer aussi que les synergies existent et que si on n'a pas la réponse, on sait où la trouver. Donc l'entrée, elle est multimodale et la réponse, elle sera beaucoup plus ciblée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jérémy? Voilà. Donc, bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, bah, moi, je vais déjà vous remercier parce que c'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Ça a permis, je pense, d'ouvrir un peu cette vision-là et de comprendre aussi ce que c'était Questionnaire Énergie, que faisait Collectif Énergie, de différencier un peu tout ça. Je vais vous donner il y a le petit sondage. Alors, c'est 4 questions très rapides.
Je vous laisse y répondre. Donc, si tu peux lancer le sondage, Jérémy. C'est un petit sondage rapide, juste pour savoir ce que vous avez pensé, comment vous allez trouver ce webinaire. Et voilà, si vous voulez être contacté, soit par STR Énergie, soit par Collectif Énergie, ou par nous-mêmes pour un pré-diagnostic ou pour. Voilà, donc ce sera. Donc, on clôturera ce webinaire entre nous. Et donc, on vous renverra les supports, les contacts et le webinaire en replay si vous voulez le diffuser à vos collaborateurs ou à votre club d'entreprise. Voilà. Il est vraiment ouvert à tout le monde, c'est vraiment important. Et donc ça, vous aurez donc l'occasion de pouvoir avoir un retour là-dessus. Donc vous aurez aussi ces contacts-là. Si vous, a posteriori, vous pouvez recontacter donc soit Franck, soit Clément ou moi-même, donc dans un cadre hors webinaire. Il y a encore d'autres. On va pouvoir clôturer ce sondage. Et puis, je vais vous remercier de cette journée. Merci beaucoup. Voilà, qui a été beaucoup plus solaire. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée à vous et merci de votre participation. Tu peux clôturer l'enregistrement. Merci à tous. Merci.